Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous voir aussi nombreuses et nombreux ici. Alors j'aime bien, la première fois que j'ai présenté ce talk à un ami, il m'a dit je t'arrête tout de suite, je comprends rien à ce que ton titre veut dire. Donc on va faire un petit sondage pour savoir si vous êtes à l'aise avec les termes. Qui a déjà travaillé sur du code legacy ici? Ok, bon voilà, vous êtes familier avec le concept, ça c'est cool. Et qui a déjà fait un décommissionnement? Ok. Pour ceux et celles qui connaissent pas, décommissionnement, grosso modo, c'est quand on veut prendre du code legacy, le mettre à la retraite et le remplacer par quelque chose de plus moderne. Grosso modo, d'accord? Donc là, vous avez compris, on va parler de code pendant ce talk. Je m'appelle Adrien Joly, je suis coach technique dans une petite ESN parisienne et nantaise et lyonnaise qui s'appelle Shodo. Et ma spécialité, c'est d'intervenir en start-up, majoritairement, dans des équipes qui ont quelques années et qui ont développé très 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 vite, souvent en JavaScript et en TypeScript, qui ont construit des énormes quantités de code et au bout d'un moment, ils ont du mal à le maintenir. C'est-à-dire qu'ils shippent plus de bugs que de features en production. Et je viens les aider à remettre de l'ordre dans leur codebase et dans leur process pour retrouver de la sérénité, de la vélocité dans ce qu'ils font. On pourra reparler de ça après le talk si ça vous intéresse. Alors, le talk d'aujourd'hui est inspiré d'une expérience que j'ai vécue en clientèle, un projet qu'on a mené de décommissionnement. Et aujourd'hui, on va l'appliquer ensemble sur une codebase open source qui est aussi un vrai projet legacy, dans le sens où il est encore en production. Et il est encore, alors en développement pas très véloce, mais parfois il m'arrive de le retoucher sur mon temps libre. C'est un projet qui s'appelle OpenWide et qui est un réseau musical, un réseau social musical que j'avais développé en tant que lead dev dans une startup à partir de 2012 et qui a été open sourcé en 2016. Et il est encore utilisé par quelques milliers d'utilisateurs, donc c'est pas une énorme population, mais il est encore utilisé. Et je fais partie des utilisateurs du site. C'est ça qui motive entre autres à le maintenir en vie en fait. Alors il était une fois dans cette codebase un vieux module de cache applicatif qu'on souhaitait supprimer. Le problème c'est que ce cache était utilisé un petit peu partout dans la codebase. Donc là, par exemple, notre cache, il s'appelle usernames. C'est un objet JavaScript que vous pourriez aussi appeler un dictionnaire ou une hashmap, pour que vous compreniez à quoi ça ressemble. Et il est utilisé par une fonction qui s'appelle getUserPrefs, qui sert à récupérer les préférences utilisateurs. Il est utilisé par une fonction d'envoi d'email. Et il est aussi utilisé par une fonction de rendu de l'avatar de l'utilisateur, entre autres. Tout l'enjeu du talk, ça va être de faire comment on fait pour se débarrasser de ce cache interne. Sachant qu'on pourra, pareil, en discuter plus tard, mais les caches internes, généralement, ça cause plus de soucis que ça en règle. Donc imaginez que vous êtes dans cette situation-là. Personnellement, j'ai pensé à 3 stratégies possibles. La première, c'est de dire, on va remplacer l'implémentation de la fonction d'apprécier, donc en l'occurrence de ce cache, par un autre code. Là, par exemple, on aurait pu remplacer, en théorie, cet objet par un proxy, parce qu'en JavaScript, il est possible de créer des objets proxy, qui remplacerait la recherche dans cet objet par une requête en base de données. Sauf que malheureusement, une requête en base de données, c'est asynchrone, une recherche dans un objet, c'est synchrone. Cette solution, il y a de fortes chances qu'elle ne suffise pas dans ce cas d'application. Deuxième solution envisagée, en supposant que chaque cas d'usage est un petit peu différent, on n'a pas besoin exactement des mêmes informations utilisateurs, on pourrait tenter de faire une implémentation dédiée en inlinant, c'est-à-dire en prenant l'ancien code du cache et en faisant des copier-coller partiels de cette fonctionnalité selon les besoins de chaque usage. Donc là, vu qu'elle est utilisée à énormément d'endroits et pour plein de cas d'usage différents, c'est une fonction qui va s'avérer une direction qui va s'avérer très compliquée à suivre. Et enfin, la dernière, qui va être un petit peu notre solution de repli, c'est le décommissionnement progressif, aussi appelé Strangler Fig Pattern, pour les plus anglophones d'entre vous. Et ça consiste en fait à dire, vu qu'on a pas mal de branchements sur ce code legacy, on va les débrancher un par un. Donc tous les cas d'usage de cette fonction, on va les débrancher un par un et on va les recabler sur une nouvelle fonction. Donc à la fin, on pourra avoir 1 à n nouvelles fonctions qui reproduisent partiellement le fonctionnement de l'ancien système. Donc comme vous l'avez compris, c'est dans cette voie-là qu'on va partir. Maintenant, imaginez, vous êtes en équipe, vous développez votre code base. Vous vous dites, ça y est, je commence à débrancher tous les appels à mon cache interne, un par un. Et puis là, paf, il y a un des développeurs ou une développeuse qui crée une nouvelle fonctionnalité et qui s'appuie sur le cache interne parce que on fait un copier-coller de ce qu'il y a dans la code base. C'est souvent une manière qui est employée pour coder. Et voilà, on prend un mauvais exemple du coup, et donc on fait perdre du temps dans le travail de décommissionnement qui pourrait ne jamais arriver au bout.
Deuxième cas, un peu plus curieux, imaginez que le développeur ou la développeuse code une feature qui s'appuie sur une fonction qui elle-même s'appuie sur le cache. Donc là, ça rend les choses compliquées parce qu'on a dit qu'on voulait faire du cas par cas au moment de débrancher. Et là, le cas, potentiellement, les besoins de données qui sont récupérés dans ce cache vont être différents en fonction de ce que la feature va avoir besoin. Donc là, ça va chambouler un petit peu nos plans de décommissionnement aussi. Donc là, la première question qu'on doit se poser, c'est comment on fait pour que, sachant que ce décommissionnement pourrait durer des semaines, des mois, comment on fait pour que pendant ce temps-là, le reste de l'équipe ne vienne pas accroître la dépendance sur ce vieux module legacy? Alors vous pourriez répondre, on n'a qu'à mettre une annotation deprecated. Comme ça, les développeurs verront dans l'IDE que usernames, il est entouré, donc il ne faut pas l'utiliser. Alors ça marche très bien pour usernames, pour les appels directs. Par contre, dès que vous avez des fonctions qui s'appuient sur usernames, là c'est terminé. On ne sait pas que ces fonctions-là, elles s'appuient sur du code déprécié. Donc en gros, cette approche, elle est bien pour savoir si on fait des appels directs au cache, on sera averti, mais si on fait des appels indirects, on ne sera pas averti. Donc c'est pas suffisant. Point de situation, on veut décommissionner notre cache interne, progressivement. On a vu que deprecated, ça ne suffira pas, puisque les développeurs risquent toujours de créer de la dépendance indirecte sur ce cache interne. Donc l'enjeu, ça va être de compter nous-mêmes ces références indirectes. Ce qu'on aimerait, c'est qu'à chaque fois qu'un développeur vient rajouter une fonctionnalité, il soit averti si jamais il a rajouté la dépendance sur ce module déprécié, pour qu'il puisse rentrer en contact avec son tech lead ou avec d'autres personnes de l'équipe pour trouver une solution alternative, qui peut employer de la duplication ou autre chose, peu importe, mais il faut au moins que l'équipe puisse intervenir au moment où ça arrive, pour ne pas rajouter de la dépendance. Et tant qu'à faire, ça peut être pas mal aussi de savoir quels sont les chemins d'usage de chacune des branches d'usage. Comment on fait pour avoir cette information en CI? En fait, j'ai développé un petit script. Je ne vous demande pas de tout lire parce que c'est un petit peu cryptique comme code. Je vais zoomer un petit peu par contre. Donc en fait, on va partir du principe, on va snapshotter, on va garder en mémoire le nombre de références qui est censé avoir au total sur notre module de cache. Et à chaque fois que quelqu'un va faire une modification dans le code, on va recompter le nouveau nombre de références. Si le nombre a augmenté, on va avertir le développeur ou la développeuse et on va faire échouer l'intégration continue. Okay, pour pas que la pull request puisse passer en fait, sans modification. Et à l'inverse, si on n'a pas dépassé le nombre de références, pas de problème, on peut y aller. La PR passe. En CI, alors là j'ai fait un script qui marche sur GitHub CI, mais ça pourrait s'appliquer à peu près n'importe où. En fait, on peut appeler le même script ici, et comme il retourne un code d'erreur non nul en cas d'échec, ça fera échouer votre job de CI. Donc ça serait compatible avec n'importe quelle plateforme. Et ce script, il pourrait aussi s'exécuter sur la machine des développeurs, si jamais ils ont un doute, et qu'ils veulent avoir ce feedback pendant le développement. Donc comment ça fonctionne? Comment on fait pour réaliser un tel script, et comment on fait pour prévenir nos développeurs? Il va falloir construire un arbre de référence, qu'on pourrait aussi qualifier d'arbre de dépendance, d'une certaine manière, pour pouvoir prévenir les développeurs. Donc là, ici, l'arbre qu'on veut, c'est, on a username tout à la gauche, qui est le cache qu'on veut déprécier. On a ensuite les fonctions qui appellent ce cache. Et ensuite, on a les fonctions qui appellent les fonctions qui appellent ce cache. Et ainsi de suite, récursivement comme ça. Le but étant d'avoir une cartographie complète de qui utilise ce cache et via quel chemin. Comment on fait pour construire un tel arbre? Alors, vous n'allez pas vous coltiner avec un bout de script la lecture de vos fichiers de code source. Ce serait beaucoup trop compliqué à faire. Il existe heureusement un moyen plus simple qui s'appelle l'AST, Abstract Syntax Tree, qui est une représentation sous forme de graphe de n'importe quel code source. Alors, ça existe dans n'importe quel langage. Ici, on va l'appliquer dans du JavaScript, mais en vrai, la même approche s'applique partout. En gros, votre arbre, c'est le parsing de votre code source a déjà été fait et il vous est fourni sous forme de graphe et vous pouvez naviguer dans ce graphe de manière programmatique. Donc vous pouvez écrire des scripts qui vont se balader dans le graphe et qui vont par exemple compter des dépendances. Petite démo pour mieux comprendre à quoi sert un AST et à quoi ça ressemble. Ça, on n'a pas besoin. Et je vais grossir encore un petit peu. Imaginez que votre code source crée une fonction. Je vais l'appeler usernames en supposant que ce soit une fonction, même si ce n'en est pas une dans notre cas présent, et que cette fonction, elle fait juste une écriture dans la console, elle écrit hello. En fait, votre AST, il va détecter tout ce qui se passe dans votre code. Par exemple, il voit qu'il y a une déclaration de fonction, il voit que votre déclaration, elle a un identifiant, donc elle est nommée usernames,
elle est constituée d'un bloc qui contient une expression, enfin une instruction d'expression, une expression d'appel de fonction, et que cette expression d'appel de fonction, pour trouver la fonction, on va chercher la méthode log d'un objet qui s'appelle console, et qu'on va lui passer en paramètre un littéral chaîne de caractères. Donc voilà à quoi ressemble un AST en termes de structure, et voilà le type d'objet que vous allez pouvoir manipuler dans votre script pour faire le genre d'analyse qu'on a vu à l'étape d'avant. Donc là, on a fait la partie de définition de fonction. Qu'est-ce qui se passe quand on appelle une fonction? Donc ici, j'appelle usernames. On voit que notre AST il s'est enrichi, donc il a réussi à parser l'appel. Donc on a toujours un expression statement ici. On a une expression d'appel avec l'identifiant de la fonction appelée. Et là, comme vous voyez, l'identifiant, c'est le même. C'est usernames là et c'est usernames là. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir créer des liens entre définition de symboles et référence de ces symboles. Et c'est ça qui va être vraiment la glue qui va nous permettre de faire notre algorithme de recherche. Alors maintenant qu'on a vu comment ça fonctionnait un AST, concrètement, comment on s'y prend pour détecter ces références? Alors, la base, elle est relativement simple. Il faut d'abord commencer par trouver la définition dans le code. Donc là, en l'occurrence, le symbole, il s'appelle usernames. Il est situé dans un fichier qui s'appelle mongodb.js. Et on va demander à notre AST, à notre librairie d'AST, de trouver les références à ce symbole. Sauf ça, si on fait ça, on n'a que la première partie de l'arbre, hein. On n'a que la première couche. Pour trouver les autres couches, en fait, il va falloir reproduire à peu près le même concept, sauf que pour chaque référence, on va chercher la fonction qui fait référence au cache. Donc on va remonter dans le bloc de fonction qui fait référence à usernames. Et on va chercher ensuite les références à cette fonction-là. Donc à chaque fois, on va remonter à la fonction du dessus pour chercher récursivement nos références. Pour voir un peu plus en code à quoi ça ressemble, la première partie, donc le 1 ici, c'est le chargement de la librairie qui permet de constituer l'AST. Comme je vous disais, c'est récupérer le fichier, récupérer le projet. La partie 2, c'est de récupérer les références du symbole qu'on veut supprimer. Constituer, alors là, j'ai pas fait du récursif, hein, j'ai fait du récursif linéarisé avec une boucle pour rendre un peu plus accessible. Mais grosso modo, on va construire un tableau qui va contenir toutes les références à usernames. Et ensuite, dans l'étape 3, on va avoir une boucle qui, pour chaque référence, va chercher la fonction parente et ajouter dans le tableau le nom de cette fonction pour qu'on puisse, plus tard, chercher les références de cette fonction. Donc en fait, ce tableau, il va faire que grossir, 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 et à la fin, il contiendra que des références de nème niveau. Donc ça commencera du premier niveau jusqu'au nème. Et on pourra faire un for each et afficher dans la console tout ce qu'on a trouvé comme référence, avec pour chaque fois le nom du fichier, la ligne, quel était le symbole appelé et quel est le symbole qui a appelé. À la fin, vous retrouvez avec une liste comme ça, dans laquelle, par ailleurs, tout à l'heure je vous ai dit, imaginez un développeur qui crée une nouvelle feature, et bien là on peut retrouver le chemin. On voit que new feature, il est ici, appelé au top level, donc ça doit être peut-être un contrôleur d'API ou quelque chose comme ça. New feature, on voit qu'il appelle le getUserPref, et getUserPref, on voit qu'il appelle usernames. D'accord? Donc là, on a un mélange de plein d'arbres différents d'appels, mais on retrouve en tout cas celui qui était mentionné dans l'exemple tout à l'heure. Et donc, on est en mesure de construire notre arbre. L'arbre qui va nous permettre de compter nos références et donc de vérifier si ça a augmenté ou pas. Regardons maintenant comment c'est fait en pratique, parce que là, le pseudocode que je vous ai montré, il est mignon, mais la réalité est un peu moins belle. TechTrefs. Je vais vous épargner la partie de ranger dans l'ordre les items et de rendering, c'est pas la partie la plus intéressante. Ça, je ne l'ai pas évoqué, mais quand vous faites ce genre d'analyse, parfois il y a des fonctions qui s'appellent elles-mêmes, et donc vous pourriez construire un arbre qui ne se termine jamais. Donc il faut que votre algorithme détecte ce genre de chemin et ne continue pas de récurser sur ces fonctions-là. Donc ça peut paraître bête, mais il faut y penser. Bon, vous voyez que le script n'est clairement pas complet, hein. J'ai encore un to-do qui traîne là-dedans, qui suffit pour faire la démonstration aujourd'hui. Mais si vous vouliez vraiment faire quelque chose de complet, il faudrait vraiment aller au bout. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Là, on est en JavaScript, donc c'est un cas un peu particulier. Vous voyez que par exemple, on a une fonction qui s'appelle findParentFunction, donc le concept que je vous expliquais tout à l'heure. Et en fait, il y a plusieurs façons de trouver la fonction parente. Pourquoi? Parce qu'en JavaScript, il y a plusieurs façons de définir des fonctions. Il y a les fataro et les fonctions à l'ancienne avec marqué function. Et parfois même, ça va être des méthodes d'objets. Donc voilà, il y a plein de façons de les définir différemment. Et donc, il y a plein de méthodes différentes pour utiliser l'AST et retrouver la fonction mère. Donc ça dépendra de votre langage. Je ne vais pas aller plus dans le détail que ça. Je voulais juste quand même vous montrer que si je le lance, ça marche effectivement. Check refs, on va regarder juste le haut des résultats.
Donc là, je l'exécute sur ma code base. Donc là, il va me chercher toutes les références directes et indirectes à usernames. On voit que ça a skippé quelques appels récursifs, et on obtient quelque chose de plus ou moins hiérarchique, grâce à l'indentation. On voit que usernames est appelé par getUserPref est appelé par sendInviteAccepted, etc. Et donc ça nous permet de construire, de voir tous les chemins d'usage de notre username. Bon, maintenant qu'on a fait, parce que là c'était qu'une introduction, maintenant on va vraiment se mettre à refactorer. Petit disclaimer, le code que vous allez voir, c'est du code que j'ai écrit il y a 11 ans maintenant. J'étais développeur débutant en Node.js. Je ne savais pas du tout comment séparer la logique métier de l'infrastructure. Et en plus, c'est du vieux JavaScript qui n'est pas typé, et avec des vieux asynchronismes. Donc ça va faire peur, ne vous inquiétez pas, on va essayer d'alléger un petit peu la lecture. En tout cas, ne vous inspirez pas de ce code, ne faites pas ça chez vous, on ne code plus comme ça en JavaScript aujourd'hui. Allez, c'est parti pour le décommissionnement. Avant toute chose, parce que là, on peut se dire, ok, super, il y a 1200 références, on commence où? D'accord? Moi, ce que je vous commence de faire pour commencer, surtout si vous débutez dans ce genre de refactoring, c'est de se dire, on va trouver un chemin qui n'est pas trop risqué. D'accord? On va faire un baby step, on va se dire, on va commencer par un truc simple. Donc là, je ne vais pas prendre les top results. Le script que je lance là, c'est quasiment le même que l'autre, sauf que ça va les trier par profondeur d'arbre. C'est-à-dire que plus notre branche elle est profonde, plus le score va être élevé. Donc là, par exemple, on voit que la branche la plus profonde, il y a quand même 202 nœuds dans cette branche. Donc c'est une fonction qui appelle une fonction qui appelle une fonction 200 fois. D'accord? Et les dernières, elles sont un peu plus sympathiques. C'est en gros des appels directs à notre cache. Donc moi je propose qu'on commence par les plus faciles, celles où il y a des références directes. Et la post, je ne sais plus pourquoi je voulais la skipper, mais on va la skipper. On va aller surtout sur la follow. La follow, elle est chouette parce qu'il y a deux appels à usernames. Alors, vous voyez que je vous ai dit que c'était cryptique. On ne va pas rentrer dans les détails de pourquoi. Par contre, on va quand même rendre un poil plus lisible ce qu'on voit ici. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'ici, on va appeler ça, ce que vous voyez, c'est un contrôleur HTTP. Et ce contrôleur, en gros, il appelle directement la fonction de base de données qui dit « ajoute-nous dans la base de données le fait que tel utilisateur va suivre tel autre utilisateur ». Encore une fois, c'est un réseau social, donc on est vraiment sur un principe de base. Les seules choses que vous avez à savoir à ce stade, c'est que la personne qui va suivre, c'est follower ID, et la personne qui va être suivie, c'est following ID. D'accord? Si vous avez compris ça, le reste va aller super simple. Et l'autre chose à se souvenir, c'est que ça, on veut le supprimer. MongoDB username, c'est la partie du code dont on veut se débarrasser. Donc, première chose à faire, c'est ajouter un petit peu de lisibilité. Le UNM ici, c'est le username de la personne qui fait le suivi, et TNM, pour des raisons historiques, c'est la personne qui va être suivie. D'accord? Donc toute la partie name, on va l'ignorer. Ce qui nous intéresse, c'est la récupération du user. Donc ça, on va l'extraire. On va se faire aider pour un autre idée pour le faire, et on va dire que ça, c'est le followed user. Donc là, c'est du refactoring de base, extraction. On va faire pareil pour lui, sauf que lui, c'est le follower user. On va les mettre dans le même ordre que c'était dans le code, ce sera quand même un peu plus lisible. Donc, vous voyez qu'ici, pour des raisons qui peuvent nous échapper, le follower ID, il est préfixé par une chaîne de caractères vide. Ok, whatever, on fera pareil. Hein. Et ici, le following ID, on vient lui retirer ses 3 premiers caractères. Bon, allez savoir. En tout cas, on fera exactement pareil chez nous. Nous, ce qu'on va vouloir remplacer, il va falloir réfléchir à par quoi on veut le remplacer. On sait qu'on ne veut pas utiliser le cache, par contre, il nous faut quand même les informations utilisateurs. Ce que je sais en tant que développeur dans cette codebase, je vous épargne toute la phase d'archéologie qu'on devrait faire dans le code sinon. Je sais qu'il existe une fonction qui s'appelle fetch by UID, qui veut dire récupérer par identifiant d'utilisateur. Et cette fonction, elle marche comment? On lui passe un user ID, on lui passe une fonction qui s'appelle handler, qui va être appelée une fois que l'utilisateur aura été récupéré dans la base de données. Donc grosso modo, si je veux remplacer mon follower user par ça, il faudrait faire ça. L'ID, c'est ça, donc je le passe en premier paramètre. Et ici, je pourrais passer une fonction qui prendrait un user et qui devrait le stocker dans le follower user. Grosso modo, c'est à peu près ça que je fais. Sauf que malheureusement, ça, c'est du code asynchrone. Donc là, ça va me péter un petit peu ma structure. Heureusement, dans les versions un peu plus modernes de JavaScript, on a un mot-clé qui s'appelle await et qui nous permet de garder la séquentialité des instructions, même avec des appels asynchrones. Donc ici, on pourrait tenter de faire un await fetch by UID, sauf que cette fonction, c'est une fonction old school, elle prend des callbacks. Donc là, pour ceux et celles qui connaissent un petit peu JavaScript, heureusement, on peut transformer cet appel de fonction en une promesse. C'est ça qui va permettre de faire un await.
Une promesse, elle a comme capacité le fait qu'elle nous fournit une fonction resolve, et cette fonction resolve, on va la passer ici en paramètre de manière à ce qu'elle soit appelée une fois que l'utilisateur est récupéré en base. Donc là, si je fais ça, normalement, je récupère mon follower user depuis la base de données sans passer par le cache. Alors, petit détail, il faut passer notre fonction en asynchrone pour qu'elle ait le droit de faire ça. Donc là, c'est bon. Là, on a fait notre premier appel, on l'a viré. Maintenant, le but, ça va être de remplacer le deuxième appel, donc le follower user. Ça va être le même principe, sauf que le nom, évidemment, va changer. Et au lieu de récupérer le follower ID, on va utiliser ça là. Encore une fois, on se fout pas mal de ce que ça veut dire. On lui passe juste le paramètre pour qu'il fasse le taf. Et là, vous êtes à un état où vous avez votre follower, votre followed, qui est récupéré depuis la base de données sans passer par le cache. Et ce qui est chouette, c'est que par exemple, là on a un exemple, ce qui est sympathique, c'est qu'il y a deux requêtes vers deux utilisateurs différents. Selon votre technologie de base de données, vous pourriez sûrement paralléliser ces appels pour gagner un petit peu en performance, ou vous pourriez faire un promise all en JavaScript pour grouper ces deux opérations en même temps. Comme je vous disais, l'avantage de faire du décommissionnement progressif, c'est que vous pouvez faire du cas par cas. Chaque appelant va pouvoir adapter sa requête. Ici, on voit aussi qu'on n'utilise que le name, donc on pourrait très bien faire une requête qui ne récupère que le name et qui ignore le reste de ce qu'il y a dans l'objet user. Bon, je ne vais pas aller jusqu'à là. L'important, c'est que vous ayez compris le principe de débrancher. Là, en fait, on a débranché une dépendance sur le cache. Et une fois qu'on a fait ça, il suffit de faire le suivant. Ah oui, une chose à pas oublier. Une fois que vous avez fait ça, pour que votre équipe, pour cranter cette étape qu'on vient de passer, et pour que l'équipe ne refasse pas deux références de plus, sans que ça se voit, il va falloir qu'on mette à jour notre compte de référence. Donc précédemment, notre script disait qu'on s'attendait à avoir 1282 références. Là, en théorie, on a retiré 2 références. Donc je relance mon script, et je vois qu'on est passé effectivement à 1280 références. Donc bingo, on va cranter ça. Alors là, c'est un petit peu artisanal comme manière de faire, hein. Évidemment, il y a des libs qui vous permettent d'automatiser ça. Le but, c'est que vous ayez compris le principe de cranter l'amélioration qu'on a faite, pour pas qu'on revienne en arrière, en fait, par accident. Et donc là, on pourrait faire une pull request ou autre chose, on pourrait proposer de merger ce qu'on a fait. Donc non seulement on a débranché une partie du legacy, mais en plus on a réduit les dépendances sur ce legacy. Et on a mis à jour ce compteur. Donc comme vous l'avez vu, l'algorithme qui a été développé ici, il a permis de faire deux choses. Un, il permet d'éviter que les collègues viennent rajouter de la dépendance sur quelque chose qu'on essaye péniblement de retirer du système. Donc ça, en comptant les références. Et deuxième chose, ça nous a permis de faire une cartographie, hein, donc un arbre. Et cet arbre, il nous a permis de savoir par où on allait commencer notre chantier. Parce que c'est quand même un chantier assez titanesque, hein, 1280 références, il y a un petit peu de boulot. En termes de perspective, une fois que vous avez fait quelque chose comme ça, en fait, vous pourriez utiliser quelque chose d'assez similaire, hein, notamment l'usage de l'AST. Imaginons que vous ayez une base de code monolithique et vous vouliez passer en microservice ou faire un monolithe modulaire, peu importe. En tout cas, vous voulez séparer des parties de votre code. En fait, vous pourriez utiliser l'AST pour prendre une route, donc un contrôleur d'API par exemple, et dire ok, cette route, elle a besoin de quoi pour s'exécuter. Et donc vous pourriez créer un arbre qui vous montrerait bah, j'ai besoin de ce truc, qui lui-même a besoin de ce truc, et ainsi de suite. Et donc ça vous aiderait à sectoriser, à voir quel est le code qui est couvert par ce contrôleur. Et donc pour vous aider à le sortir de votre monolithe, ou en tout cas pour l'isoler du reste. On pourrait aussi en faire un plugin ESLint. Tout à l'heure, on a vu que le deprecated qu'on avait mis en annotation, il était illustré dans le code grâce à ESLint, donc au linter de JavaScript. Donc on pourrait très bien faire pareil, mais une version récursive du mot-clé deprecated. Donc ça, ce serait un autre exemple d'usage. Cependant, je vous donnerai un QR code à la fin du talk pour que vous puissiez récupérer ce script si vous voulez, hein. Rappelez-vous qu'il n'est pas complet, et surtout si vous le faites en JavaScript, il va sûrement falloir l'étendre pour supporter encore plus de manières de créer des fonctions. Et notamment dans les langages de typage dynamique dont JavaScript fait partie, sachez qu'il est possible d'appeler une fonction dont le nom sera évalué en runtime. Donc ça, l'AST, il va avoir du mal à le déterminer pour vous, d'accord ? Donc si jamais votre code il fait ce genre de magie noire, il y aura sûrement un petit peu de logique à rajouter dans votre code d'analyse. Avant de clore le talk, je vais quand même vous parler de l'expérience qui a justifié ce talk et qui a justifié cette démarche. C'est l'expérience en clientèle que je mentionnais rapidement tout à l'heure. En fait, c'était un client qui développait un site e-commerce, ou plus précisément une app e-commerce, et qui, dans leur back-end, au moment où ils commençaient à avoir pas mal de trafic,
ils ont vu qu'en fait les performances commençaient à décroître. Donc au début, ils ont augmenté la puissance du serveur, mais bon, ils disaient on peut pas doubler la puissance du serveur toutes les semaines, hein. Donc ils se sont dit bon bah c'est pas grave, vu que le point d'étranglement apparemment c'est vraiment c'est la base de données en fait, c'est nos requêtes et les requêtes sur les produits du catalogue. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker tout le catalogue en mémoire. Comme ça, nos requêtes elles vont aller vachement plus vite. Alors ça peut paraître une bonne idée dit comme ça, et effectivement ça a amélioré leur performance. Sauf qu'entre temps, leur catalogue de produits, bah, il a fait x10, x20, x30, il a énormément grossi. Donc ça veut dire occupation RAM qui monte en flèche. Ça veut dire que qui dit stockage en RAM dit qu'il faut peupler ce stockage en RAM, et donc il faut faire énormément de requêtes au démarrage du serveur. Ça veut dire que quand vous allez démarrer votre service dans un cloud et que vous voulez qu'il soit en scale automatique, bah, il va mettre, là à la fin je crois qu'il mettait 50 secondes pour démarrer le serveur. Donc Google, il était en mode, attends, il est vraiment en train de tourner ton service là ou pas? Il avait un doute, quoi. Il avait limite envie de killer notre serveur. Donc on a dû dire à l'hébergeur, remplace ton timeout de 10 secondes par un timeout de 1 minute. Laisse-lui le temps de démarrer, quoi. Donc ça, c'était problématique, et potentiellement, ça voulait dire que certains utilisateurs, quand ils lançaient une requête à une période d'affluence, bah, potentiellement, ils risquaient d'avoir un énorme temps de latence pour avoir une réponse, voire avoir une réponse incorrecte, ou pas de réponse. Donc là, en termes d'expérience utilisateur, c'est vraiment pas terrible. Donc tout ça, c'était pour le contexte. Quand j'ai vu la raison, donc ce qu'on voulait se débarrasser, bah, c'était aussi un cache interne, donc un cache de catalogue. Et les problèmes n'étaient pas seulement d'ordre d'infrastructure, ils étaient aussi d'ordre de maintenabilité du code. C'est-à-dire que non seulement les gens qui ont écrit ce code-là, ils avaient du mal à le maîtriser, mais aussi les nouveaux entrants dans l'équipe. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait là-dedans. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, ils ont rajouté des fonctionnalités, et plutôt que de modifier leur modèle de base de données, ils ont fait des traitements sur la donnée qui était dans le cache. C'est-à-dire que quand vous récupériez un utilisateur depuis le cache, il n'y avait pas les mêmes datas dedans que celles qui venaient de la base de données. Donc ça veut dire que vous ne pouviez même pas, en l'état, faire une requête en base de données pour récupérer un utilisateur. Vous n'auriez pas le même utilisateur, en fait. Il y a des URL qui étaient transformés entre-temps, il y avait des calculs de totaux qui étaient faits, il y avait plein de choses qui étaient faites. Donc il y avait de la logique métier couplée dans le cache. Donc en gros, l'équipe était horrifiée par ce code, disait on veut s'en débarrasser, mais on sent qu'on est un peu bloqué, quoi. On est dans une impasse. Et c'est là que l'approche de dire bon bah on va cartographier, et on va choisir comment on débranche, et on va y aller étape par étape pour mettre en prod progressivement et détecter les bugs le plus rapidement possible. C'est là qu'on a mis en place ce système-là. On a commencé avec l'approche que je vous ai montrée tout à l'heure en CI. Donc ça permettait d'assurer qu'on n'ajoutait pas de la dépendance. Et ensuite, on a décommissionné point par point jusqu'à tuer finalement ce cache. Ça a pris quelques mois, je ne vous le cache pas. Par contre, l'avantage de l'avoir fait comme ça, c'est que pendant ce temps-là, l'équipe est restée en capacité de développer des fonctionnalités. Elle est restée en capacité de corriger des bugs, elle est restée en capacité de mettre en production régulièrement. Tout ça parce que chaque changement était vraiment isolé du reste. Et on ne partait pas dans un tunnel qui allait prendre des semaines ou des mois avec une branche qui allait conflicter avec le reste du travail. On a vraiment mergé très progressivement à chaque étape réussie. Donc comme je vous le disais, l'introduction était un peu longue, mais après avoir fait ça, l'équipe était très contente puisque les services, au lieu de mettre 50 secondes, ils mettaient moins de 10 secondes à démarrer dans le cloud. Donc ça veut dire que quand on fait un scale-up, c'est un vrai scale-up. Quand il y a une forte affluence sur le site, bah, les utilisateurs ils ont leur réponse rapidement. Ils ont retrouvé du contrôle sur leur codebase. Donc en termes de maintenabilité, bah, ils étaient en mesure, par exemple, de changer leur modèle de base de données sans s'attendre à ce que ça leur explose à la figure. Donc ça, c'est quand même assez agréable quand on développe sur une codebase qui a grossi et qui a pris de l'âge. Et ça nous a permis notamment ensuite de passer, de découpler un peu la codebase. Notamment, on a refait tout le processus de checkout, donc de passage en caisse, de commande, en DDD tactique. Puis on s'est mis à faire du DDD stratégique, puisque l'équipe était convaincue de l'intérêt de travailler avec d'autres personnes de l'équipe, enfin de l'entreprise, pour mieux comprendre ce qu'ils faisaient. Et voire même de faire de la cleanarchy. Donc on a de plus en plus séparé en fait la logique métier de la logique d'infrastructure, pour rendre encore plus maintenable la codebase. Et enfin, ça s'est passé après que j'ai fini ma mission chez eux, mais ils ont même commencé un chantier où ils se sont dit, bah tiens, le gros monolithe historique, on va pouvoir le découper maintenant. Parce qu'avant, leur cache était utilisé par 4 serveurs web qui étaient dans le même monolithe. Donc ça rendait vraiment très très compliqué de faire quoi que ce soit. Une fois que ce cache était enlevé, bah, ça permettait de commencer à isoler ces monolithes, soit pour en faire des microservices, soit pour en faire un monolithe modulaire. Donc en conclusion, si jamais vous êtes confronté à une situation similaire à celle-là, donc un bout de code qui fait peur à tout le monde et qui est très très difficile à changer, prenez bien le temps de réfléchir à votre stratégie. Parfois un simple inlining pourrait faire le taf, parfois non. En tout cas, pensez bien que votre chantier, il ne faut pas qu'il rentre en interaction néfaste avec le reste de ce que fait votre équipe. Par exemple, si vous délivrez des features en parallèle,
bah, ne vous lancez pas dans un tunnel, dans une branche qui va durer des semaines ou des mois. Dans ce cas-là, c'est important d'être pragmatique et de se dire, bon, bah, on va aller petit à petit, on va fusionner petit à petit. Comme vous voulez vous séparer d'un bout de votre code, il va falloir, comme on l'a vu, mesurer l'usage de ce bout de code et vérifier qu'il ne s'accroît pas avec le temps. Normalement, il devrait plutôt décroître si votre projet avance bien. Et là, on a vu que l'AST nous aidait non seulement à faire cette mesure d'usage, mais aussi à cartographier l'arbre de référence pour nous aider à savoir par quel bout on allait attaquer le chantier. Enfin, on ne l'a pas vu là, mais il est hyper important dans ce genre de démarche que vous ayez des tests automatiques pour vous servir de filet de sécurité, pour garantir que vous n'avez pas pété une fonctionnalité. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir l'illusion que ça marche, sauf qu'il y a toujours un utilisateur en prod qui va trouver le edge case auquel vous n'avez pas pensé. Et si vous le découvrez vite, tant mieux, mais si vous le découvrez longtemps après, vous vous rendez compte peut-être que vous êtes trompé dans votre stratégie. Donc plus vous êtes couvert, mieux c'est. Et comme je vous l'ai répété plusieurs fois, déployez très fréquemment. Pourquoi ? Chaque étape, en fait, vous pouvez penser qu'elle marche, mais en réalité, elle ne marche pas, ou elle peut causer des problèmes de performance, par exemple. Notamment si vous remplacez du cache par des requêtes DB, bon bah ça peut créer d'autres problèmes. Donc déployez fréquemment pour savoir si jamais il y a un truc qui ne marche pas, vous saurez exactement quel était le step qui a causé ce problème. Alors que si vous le faites en tunnel, vous avez débranché 10 appels en même temps, quel est l'appel qui cause le problème? C'est difficile à savoir. Quelques références si le sujet vous intéresse. Le premier, c'est un petit peu la Bible du code legacy, c'est le livre de Michael Feathers, qui est très très bien, qui contient plein de techniques sur comment moderniser du legacy. Le deuxième, c'est un livre de Nicolas Carlo, que je remercie au passage, puisqu'il m'a filé du feedback pour cette présentation, qui m'a aidé à l'améliorer. Et c'est un petit guide pratique sur des techniques de refactoring et quand les employer. Et le troisième, c'est la Bible du refactoring par Martin Fowler, où il y a plein de techniques de refactoring. Là, on n'en a vu qu'une seule aujourd'hui, c'est le extract, mais en vrai, il y en a 1 million d'autres. Donc je vous les recommande si vous voulez tacler ce type de projet. Par ailleurs, si vous avez aimé l'exercice du live coding sur la code-base legacy qu'on a vu aujourd'hui, qui s'appelle OpenWide, sachez qu'on a fait un talk de environ 2h40 avec mes confrères Julien Topsu et Jordan Nouri de chez Shodo, et que la captation est sur YouTube. Donc si un jour vous vous ennuyez pendant une demi-journée et que vous voulez voir un exercice de refactoring un peu plus poussé que celui-là, je pense que vous vous amuserez bien à regarder ce talk, qui notamment va employer l'architecture hexagonale sur une des API de cette codebase, en passant par la création de tests, la création d'une partie domaine dans le code, qui au début va être passe-plat, et le rapatriement progressif de la logique métier dans ce domaine, jusqu'à éradiquer nos tests approval à la fin. Je vous remercie pour votre attention. Ce QR code vous permettra d'accéder au code qu'on a vu aujourd'hui. Donc si vous voulez vous amuser à pratiquer ça, vous pouvez le faire. Le lien vers le simulateur d'AST, si vous voulez jouer avec aussi. Ainsi qu'un lien de feedback, si vous voulez me donner des tips pour améliorer ce talk. Et pour le reste, je vous ai mis mes coordonnées si jamais vous voulez papoter. Et je suis évidemment là jusqu'à demain si vous voulez papoter en réel. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, merci pour la présentation. On est là parce que justement, notre équipe, on est dans un chantier merveilleux avec plein de challenges comme ça, avec un code que de bonheur ou quoi. Bref. Donc dans votre script, vous avez montré la manière de tracer une méthode ou une propriété, où sont utilisés tout l'arbre, tout ça. Donc vous avez mentionné également de l'intégrer dans le CI pour faire un contrôle automatique pour voir s'il n'y a pas d'autres usages qu'on ne connaissait pas qui sont ajoutés à nouveau. Voilà. Ma question c'est que sur un chantier comme ça, souvent on est rarement sur le refactor d'une méthode en fait. Mais concrètement sur notre chantier, enfin, je ne dis pas en nombre, voilà, ça peut avoir beaucoup de choses. Ma question, c'est que l'algorithme que vous avez présenté se base sur AST, donc l'arbre de toutes les références, l'expression, tout ça. Ok. Et vous avez mentionné également cette question de récursivité pour parcourir tout l'arbre, pour retrouver toutes les dépendances. Ma question, c'est que au bout d'un certain moment, est-ce que ça pourrait pas être trop long, en fait? Voilà. Le projet de décommissionnement? Donc le parcours de toute l'arbre. Ah, le parcours de l'arbre. Si jamais, alors je tire un chiffre comme ça aléatoire, allez, on a 100 trucs à refactoriser, qu'est-ce que ça représente? Quand je parle de 100, donc vous imaginez bien derrière le code base, c'est pas 3 fichiers, c'est
Alors, juste pour vous donner une idée, on est actuellement sur un projet vraiment monumental avec 60 projets dans un .NET projet. Vraiment, c'est un premier truc que j'ai vu de ma vie. Voilà, enfin, pas grave, hein, c'est le challenge, quoi, on dirait. En tout cas, il faut être optimiste. Donc, ce genre de choses, est-ce que dans un CI, ça risque pas de prendre beaucoup de temps pour le parcourir de tout? Voilà, merci. Alors, est-ce que ça risque de prendre du temps? J'ai envie de dire oui. Par contre, je pense que le problème, ce sera pas tant le script d'AST, c'est le fait que vous tacliez 60 fonctions en même temps. Je ne l'ai pas mentionné dans ce talk-là, j'en parle dans un autre talk que j'ai présenté récemment, mais quand on veut refactoriser une codebase, on a tendance à dire « Ah, c'est de la merde cette codebase, il faut tout refaire. » Ouais, sauf que si tu fais ça, tu pars dans un projet qui va jamais se terminer et qui est titanesque. Dans la mesure du possible, il vaut mieux commencer par un tout petit bout de la codebase, retaper juste ça, et tant pis s'il reste merdique et que ça nous fait perdre du temps et tout, il faut commencer quelque part de petit. Donc plutôt que de vouloir dégommer 60 fonctions, je dirais commençons par en dégommer une. Autre solution, là c'est vrai que j'ai parlé de... Alors là c'était un objet, mais c'est vrai que j'ai beaucoup mentionné le mot fonction. En vrai, le mot fonction est interchangeable avec module. On pourrait très bien utiliser le même système et dire à chaque fois que ce fichier est importé, je vais chercher qui importe ce fichier. Et donc qui dépend de ce fichier. Donc ça veut dire qu'au lieu de se focaliser sur une fonction, on pourrait s'appliquer sur n fonctions. Mais encore une fois, je pense que le travail serait plus difficile. Il vaudrait mieux y aller petit à petit, sur une granularité plus fine, quand c'est possible. Si c'est pas si possible que ça, je serais ravi d'en discuter dehors, voir si on peut voir ça ensemble. Merci. Juste pour rebondir, est-ce que l'AST permet pas, avec la technique du Mikado, d'aller tacler là où il y en a le moins, et après de remonter au fur et à mesure? Ouais, clairement. Alors la technique Mikado, ça consiste à dire, vous commencez à refactorer, vous vous trouvez face à un mur, on fait demi-tour et on prend une autre voie, basiquement. Oui, typiquement, l'intérêt d'avoir un arbre comme ça, c'est qu'il peut vous assister dans cette démarche-là, clairement. En fait, il peut vous servir d'heuristique pour savoir en gros quelles vont être les parties qui sont plus compliquées. Après, si on veut vraiment décommissionner la fonction, à un moment donné, il va falloir quand même se frotter au chemin le plus complet. Hein, mais en tout cas, il vaut mieux commencer par les plus faciles pour se faire la main. Et qu'au bout d'un moment, ça nous fasse plus peur et qu'on puisse même réutiliser du code qu'on aurait écrit par ailleurs dans les étapes d'avant. Ça répond à ta question? N'ayez pas peur, hein, même si vous pensez que c'est une question bête, je ne jugerai pas. Ça tombe bien, ouais, je pense que c'est une question bête. Mais il y a un truc que j'ai pas trop compris, c'est lorsque vous avez fait l'arbre des références, vous avez par exemple pour l'exemple utilisé une qui avait 1 dans le... Voilà. Pourquoi? Et dans ce cas-là, est-ce que en faisant ça, ça élimine pas plein de références d'un seul coup? Par exemple, vous auriez pu refactorer cette méthode et perdre 60 dans le nombre de dépendances liées. Alors la question, c'est pourquoi j'ai pris celui-là, là, le follow API, qui ne contient qu'un profondeur de 1, c'est ça? Et pas un autre. La raison, alors certes, effectivement, si on en attaque un autre, on pourrait faire d'une pierre X coups, hein, on pourrait retirer énormément de références. Là, c'est un cas simpliste, donc effectivement, ça aurait marché. Parce que si je récupère un utilisateur dans la base de données plutôt que de le récupérer dans le cache, a priori, ça devrait faire le taf partout. Sauf, dans le cas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans le cas d'entreprise où j'ai été en mission, où l'objet stocké dans le cache est un peu différent de celui de la base de données. Sauf que si plus ta branche est profonde, plus il y a des chances que des parties de ton user soient utilisées qui ne sont pas stockées telles quelles dans la base de données. En fait, donc tu t'exposes à un risque que ça marche pas, qui est beaucoup plus grand, en fait. Donc, faudra le tacler, mais probablement ces branches-là, elles vont prendre un peu plus d'efforts. Autre chose à savoir, c'est que là, j'ai pris un exemple qui est assez basique. Hein. Récupérer un utilisateur, ça va. Maintenant, imaginons que ce soit des agrégats avec plein d'informations à aller chercher dans plein de tables. Ça rendrait la tâche encore plus compliquée et ça demanderait de faire des optimisations encore plus fines dans chaque appel qu'on veut débrancher. Là, par exemple, j'avais donné l'exemple de dire on aurait pu faire une requête qui ne récupère que le nom de l'utilisateur, parce que c'est la seule chose qui est utilisée. Mais potentiellement, dans d'autres cas, les optimisations qu'on pourrait faire seraient encore plus élevées, mais donc ça demanderait beaucoup plus de travail pour les détacher. Ça répond à ta question? Top.
Donc bien, belle présentation, mais moi j'étais quand même étonné, et tu te doutes sans doute de ma question, c'est que tu n'as pas lancé de test. Et donc ça m'a beaucoup choqué. Parce que même si, effectivement, faire des extracts, c'est pas très méchant, mais ça peut occasionner des différences comportementales. Donc peut-être qu'à l'avenir, lance des tests avant et après pour s'assurer que... Enfin, c'est un tips. Ah oui, non, c'est un très bon tips. D'ailleurs, on le fait dans l'autre talk qu'on a fait avec Julien Topsu. Par contre, l'expérience, ce talk, je l'ai conçu après celui avec Julien Topsu et Jordan Nouri. La mise en place de tests qui tournent de manière rapide, stable et sans risque de couac en live, ça prend énormément de temps. J'avais pas... Même sur cette base-là ? Ouais. Typiquement, c'était sur la même code base, hein, le talk avec Julien Topsu et Jordan Nouri. Et parce que même les tests, en fait, ils sont legacy. En vrai, faut lancer des serveurs dans Docker à la mano, c'est pas le même port que le port par défaut. Enfin, il y a X raisons de faire une merde qui fait que la démo, le jour J, marche pas. J'aurais pu prendre le temps de le faire. Voilà, j'ai pas pu y accorder le temps que je voulais. Mais effectivement, le conseil reste valide. Il faudrait exécuter les tests avant et après. Mais des fois, du coup, pour pouvoir avoir des tests, il faut refactorer d'abord. Désolé, je suis un spécialiste de refactoring. Donc, il faut ouvrir le code. Ce que dit Michael Fisher dans son livre, je ne sais pas si tu l'as lu. En fait, on ouvre le code sur une API qui va nous permettre de tester. Donc, on ne modifie pas l'API existante. Comme ça, tout le monde est content. Les appels à cette API restent valides. Par contre, on fait une autre méthode qui permet d'ouvrir le code et à ce moment-là, de pouvoir faire le test. Donc, ça ne casse pas le code puisqu'on rajoute du code. Ce n'est pas réellement un acte de refactoring, c'est un acte où on rajoute une ouverture sur le code, et à ce moment-là, on peut faire le test. Et parfois, il va falloir faire ça plusieurs fois, parce que, évidemment, la vraie vie, c'est plus compliqué que d'ouvrir une seule. Mais ce n'est pas réellement du refactoring dans la mesure où j'ouvre le code pour pouvoir poser le test. C'est différent. Et le test est obligatoire. Il faut faire, donc, c'est l'œuf ou la poule, effectivement, mais on ouvre le code de manière à pouvoir faire des tests. Alors, je suis d'accord. J'ajouterai un autre élément. Il est aussi possible de faire des tests approval, aussi appelés Golden Master, si certains d'entre vous connaissent, qui consiste à ne pas toucher le système. Par contre, alors c'est un peu plus limité en termes de possibilités, mais là, ça aurait été applicable. Un test approval, il va consister à dire, bah tiens, je vais faire un appel sur mon API et je vais observer les effets. C'est-à-dire que je vais observer qu'est-ce qui a été créé en base de données, qu'est-ce qui a été répondu à ma requête, et je vais comparer l'avant et après, pour voir si ça s'est comporté comme ça devait. Donc là, avec un test approval, on aurait pu, sans toucher le code, vérifier que le comportement était ISO avant et après la modification. Donc c'est aussi une autre alternative possible dans des cas où la codebase n'est pas suffisamment couverte et qu'on a trop peur de la refacto. Merci pour le talk. J'ai une question un peu bête aussi. Si, admettons, le code contient une fonction dépréciée, qui elle-même appelle une fonction dépréciée, enfin, tu vois bien une ligne de dépréciation, comment tu procèdes? Est-ce que c'est au cas par cas, ou est-ce que c'est mieux de couper directement la racine, ou d'enlever feuille par feuille? Honnêtement, je ne saurais pas te répondre. J'aurais tendance à te dire ça dépend, parce que je ne sais pas. Si l'un de vous a une idée sur quelle technique marche bien à tous les cas dans ce genre de situation, n'hésitez pas à intervenir. Je ne sais pas. Bruno non plus. Les changements incrémentaux? Ouais, toujours. Ça s'applique sur les features aussi, hein, soit dit en passant. Mais d'autant plus quand on fait des étapes fragiles comme ça sur du code legacy. Et ça peut être frustrant. Moi, j'ai dû faire la police en clientèle. Hein. Ils étaient tentés d'enlever 10 branches d'un seul coup. Je dis non, on fait une par une, on les met en prod. Comme ça, si ça pète, on sait et on est en contrôle de ce qu'on fait. On n'est pas en mode YOLO. Voilà. Ouais, parce qu'après, si tu revertes 10 branches, c'est dommage. Il faut refaire le taf, quoi. Donc tu perds plus de temps au final. Bonjour. Ouais. Moi, je voulais revenir sur la façon dont tu détectes les références avec l'AST. Je trouve que c'est très bien. Juste, je voulais savoir si tu avais essayé d'autres techniques que l'AST
Je pense par exemple au LSP, langage serveur protocole, qui te permet de revenir sur, de trouver les références des fonctions, etc. Et de remonter sur les parents, etc. Et voir si c'est peut-être plus fiable que l'AST, peut-être moins performant. Je sais pas. Alors effectivement, LSP notamment, il y en a un dans VS Code, l'éditeur de code qu'on a utilisé pendant le talk. J'ai essayé de l'utiliser parce que je savais qu'effectivement, il nous offrait les références gratuitement, et dont les arbres de référence. Il est capable d'en faire de fait. Par contre, j'ai jamais trouvé la documentation sur comment l'utiliser programmatiquement. Donc au début, j'ai essayé de tripatouiller, et j'ai vu que ça marchait pas, j'ai laissé tomber. J'ai dit, on va faire avec un vrai AST. Mais oui, effectivement, le langage serveur protocole, ça peut être une bonne piste. Malheureusement, celui qui est utilisé pour JavaScript dans VS Code, j'ai pas trouvé la doc. Si vous la trouvez, je prends. J'ai l'impression que c'est un peu une doc cachée, quoi, une doc interne qui est juste pour VS Code et qui doit avoir en privé quelque part dans leur dépôt. Mais oui, ça aurait été vachement bien de pouvoir utiliser ça. Oui, le langage serveur protocole, au final, il utilise quand même un AST, tout à fait. Sauf que j'aurais peut-être économisé la logique de détection de fonctions avec les différents types de fonctions, j'aurais économisé la construction de l'arbre, j'aurais économisé pas mal de logique que j'ai fait dans le script que je vous ai montré tout à l'heure. Et personnellement, moi, écrire ce code-là, c'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était aider mon client à se débarrasser de ce code de la manière la plus safe possible. Donc si j'avais pu gagner du temps sur l'élaboration du script, je l'aurais fait. Justement, merci pour le talk, c'était super intéressant. Pour aller plus loin là, sur les AST, etc., là on est en JavaScript, donc on est limité aussi par le langage et ce qu'on peut en analyser. Est-ce que sur des autres langages, alors peut-être même sur JavaScript, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un modèle qui est issu des AST et qui va plus loin et qui reconstruit lui-même les références? Je pense que sur les langages sur lesquels la compilation va un peu plus loin pour faire des créations de liens, etc., il doit avoir une phase dans la compilation qui construit un arbre qui va une étape plus loin que juste une représentation du code en arbre, en fait. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair dans ma question. C'est quoi l'objectif? C'est de modifier le code de manière automatique? Non, c'est de ne pas avoir à te taper la reconstruction des liens, en fait, et d'analyser toi-même ton arbre. D'avoir une représentation un peu plus haut niveau. Je sais pas, je pense que la question sur le LSP était une bonne piste. Ouais. Il y en a sûrement d'autres que je connais pas. Tu sais, par exemple, si tu utilises WebStorm ou IntelliJ, tu es capable, à partir d'un élément de code, de récupérer toutes ces dépendances. Et ça, je suis pas sûr que derrière, il réutilise un AST, en fait. Il doit parser le code et reconstruire cette représentation arborescente. Et en fait, le travail que tu as fait, il a déjà été refait dans une structure intermédiaire. Ouais. Alors oui, probablement. J'ai l'impression quand même, alors je connais pas bien IntelliJ, mais je pense que ça doit utiliser à peu près ce qu'a fait le LSP de VS Code. Ça a l'air de ressembler. Et j'ai du mal à croire que ce LSP fasse le parsing eux-mêmes du code. Non, il doit avoir quelque chose. Ouais. Je pense qu'ils utilisent l'AST quand même, en fait. Ouais, mais je pense qu'il y a un niveau au-dessus, en fait. Ça, je sais pas. Si l'un de vous sait s'il y a une couche intermédiaire, n'hésitez pas à intervenir. Moi, j'en sais rien. Donc, désolé de ne pas pouvoir plus se renseigner là-dessus. Merci. Avec plaisir. Merci à vous.